Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Pour la première fois, nous documentons un vrai tour à vélo classique. Nous avons une belle journée printanière. Nous sommes dans la haute vallée de l'Inn, on traverse la rivière plusieurs fois. Il faut aussi passer plusieurs fois sous les rails de la voie ferrée. La pause bien méritée et savourée sur une plage au bord de la rivière. Le 6 avril 2024, nous partons vers l'ouest du Tyrol pour un tour de vélo le long de la rivière Inn. Non, ce n'est pas encore un de ces tronçons fades, aux abords de la capitale Innsbruck, que tu as vu dans quelques-unes des vidéos précédentes. Ici, il n'y a pas d'autoroute, elle se trouve cachée et insonorisée dans un tunnel. Grosse différence aussi, cette fois-ci il fait beau. Le départ se trouve dans la localité Ötztalbanoff, c'est le hameau de la gare de la commune Ötz. Une spécialité cette fois-ci, on traverse la rivière plusieurs fois sur des passerelles et on passe plusieurs fois sous les rails. Pour la moitié du tracé, il n'y a même pas de route parallèle, il n'y a que la voie cyclable et la voie ferrée qui continuent vers la Suisse. Il aurait pu attendre lui. Nous sommes à deux et il y a beaucoup d'autres cyclistes. Nous sommes ainsi vite sortis de la localité et nous arrivons dans une pinède clairsemée sur la rive nord. Le terrain est composé d'alluvions, d'éboulements et de moraines calcaires. Cette roche ne retient pas du tout de l'eau, d'où la sécheresse du lieu au début du printemps. La piste cyclable est en tout cas très plaisante ici, elle est principalement touristique dans cette section. On avait une montée en plein soleil juste après la passerelle. On profite maintenant de la descente en pente douce. Zone sèche ne veut pas dire que l'eau ne peut pas dévaler en masse avec rochers d'éboulement. Beaucoup de locaux font le même trajet que nous ce beau samedi printanier. Sur la rive sud, la rivière Inn grignote les débris d'un éboulement de montagne qui a eu lieu il y a 3000 ans. On a coupé ici quelques minutes de pinède uniforme qui défile. Une autre longue descente commence ici, cela file bien. La caméra est comme d'habitude fixée sur le guidon. Quand l'image est stable, cela signifie qu'André ne pédale pas en général. La raison principale de ne pas avoir la caméra sur le casque est la discrétion. On trouve ici des aires de pique-nique, mais nous ne sommes qu'au début du tour. Voilà une autre passerelle sur la rivière pour passer sur la rive sud. On passe aussi les rails pour traverser ensuite le village de Repen. Après le village, nous faisons les traversées des rails et de la rivière dans l'autre sens pour repasser côte nord. Il y a bien des marquages au sol et des petits panneaux verts pour indiquer la route cyclable, mais André les ignore parce qu'il croit devoir rester sur la rive sud. Cela passerait aussi ici, mais on resterait sur la route, ce qui n'est pas notre but. Retour donc, à gauche et descendre sous la voie ferrée. Oui, c'est André qui freine fort, il ne s'attendait pas à devoir donner la priorité ici.
Une fois n'est pas coutume, ce conducteur de tracteur attend le passage de nous cyclistes. Félicitons-le. Cela monte, on retraverse un autre hameau et en sort vers l'ouest en passant les terrains de sport d'Europen. On coupe ici quelques minutes d'asphalte. Nous voilà de nouveau dans une maigre pinède. C'est un des rares passages non goudronnés de la voie verte le long de la rivière Inn. Il y a beaucoup de gravier meuble, c'est assez désagréable en roulant en descente. On repassera ici aussi en montée. Devant à gauche, on voit à travers les arbres une autre passerelle, nous repasserons donc de nouveau vers le sud ici. Ce sera la dernière fois durant l'allée. La passerelle est assez large, mais c'est toujours bien que personne ne vienne en face. Cela vaut aussi et surtout pour la chicane et le passage très étroit sous la voie ferrée qui suivent. Là, on ne s'est vraiment pas cassé la tête en planifiant la voie cyclable. Alex en ressort tout aussi surprise. La voie est de nouveau goudronnée. On suit la bande d'asphalte sur un tracé pas forcément logique à travers les prés. Mais nous voyons bien devant où cela mène, un rétrécissement de la vallée où il y a juste la place pour la piste cyclable, la voie ferrée et la rivière qui a créé cette entaille. Ce petit canyon s'appelle Imsterschlucht, c'est-à-dire les gorges d'Imst. Cela commence de manière bien agréable. On ne voit pas de train qui passe. Cette journée, la voie, pourtant importante, est fermée pour des travaux de sécurisation des versants. La section est donc tout particulièrement silencieuse. Un train passant ici ferait un bruit effroyable. Curieusement, il n'y a actuellement même pas d'autres cyclistes sur ce tronçon. La voie ferrée dans cette partie, entre Innsbruck et en gros la Suisse, a été ouverte en 1884. Plus loin suivent des longs tunnels que l'on avait fait à voie unique pour des raisons de coût. C'est pourquoi elle est aussi à voie unique ici. On a souvent discuté d'ouvrir une deuxième voie, mais ce qui n'était pas finançable à la fin du 19e siècle ne l'est plus du tout au 21e siècle. Il y a ici beaucoup plus d'ombre et nous avons froid. Cela nous rappelle que nous sommes au printemps et qu'il ne fasse chaud qu'au soleil. La rive ensoleillée est en face, mais là-bas, la falaise plonge dans l'eau, il n'y a pas le moindre sentier sur la rive nord. Quand la place manque, il n'y a qu'une solution, s'étager. Comme la voie ferrée était là avant, c'est la voie cyclable qui doit monter et elle le fait très péniblement. On coupe ici quelques minutes de montée qui nous réchauffe de manière imprévue. La carte montre ensuite un tracé double, elle inclut ici aussi le retour. Après la forte montée suit une descente tout aussi rapide, on revient vite au même niveau pour traverser le torrent Pitsé. Nous arrivons au but que nous nous étions fixés, c'est la gare Imst-Pitztal. Elle est loin de la ville Imst et des villages qu'elle dessert. Comme cette longue section du chemin de fer est à voie unique,
Il faut des gares à intervalles réguliers pour permettre le croisement des trains. Ces gares ont beaucoup de voies parce que l'on y fait aussi attendre les trains de marchandises. Toute cette partie de la ligne forme un véritable goulot d'étranglement depuis sa construction. Comme beaucoup de trains de grande ligne passent ici, il n'y a plus de place pour faire passer des trains moins rapides qui desservent normalement ces petites gares. Ce sont donc les grandes lignes qui s'arrêtent partout, pour le grand plaisir des stations de ski plus loin à l'ouest. Contrairement à la gare du départ, il n'y a absolument rien ici, même pas un petit café. On se serait sinon bien attablé un instant. Si des trains circulaient, on pourrait retourner vite et facilement au point de départ. Mais nous avons prévu un tracé alternatif au retour, du moins dès que c'est possible. Au début, ce sera le chemin de l'allée. Coupons ici quelques centaines de mètres plats. L'hélicoptère que l'on entendait déjà avant et que nous voyons maintenant fait partie des travaux de sécurisation de la voie ferrée. Il semble que l'on retire ainsi des arbres morts. C'est sûrement efficace, mais terriblement coûteux aussi. Il s'agit ici d'une forêt protectrice qui stabilise le versant. Or, ces arbres sont vieux et le changement climatique les stresse plus que d'habitude. Si on n'arrive pas à replanter des arbres, uniquement des stabilisations techniques très chères pourront aider. Nous sommes un peu surpris que le chemin de fer soit fermé alors que la voie cyclable soit ouverte pendant que l'on travaille pas loin. Nous filmons en roulant alors que les autres s'arrêtent sans que le chemin soit spécialement large. Mais un petit slalom fait toujours plaisir. On entend toujours l'hélicoptère, ce bruit fait de l'écho dans le vallon resserré. Nous filons vers l'est. Nous visons une place au bord de l'eau pour une pause et un casse-croûte. Oups, la rivière grignote aussi cette rive et la voie cyclable. Nous revenons maintenant au croisement d'un torrent juste avant la courte montée. On avait repéré ici une plage pour une potentielle pause. D'abord, la voie cyclable nous fait passer sous la voie ferrée. Puis on traverse le torrent sur la rivière. Tout de suite après, on tourne à gauche pour repasser de nouveau sous les rails. On ne fait que descendre les vélos sous le pont et on continue à pied. Nous nous installons sur le bois flotté. Le cadre était bien sympa, on n'entendait que la rivière, pas de train, plus d'hélicoptère, rien d'autre. Nous remontons vers les vélos et repartons, nous n'avons fait qu'une courte distance du retour, il nous reste encore presque la moitié du tour à faire. La montée est pénible. Alex pousse le vélo, André peine beaucoup. Puis, un serpent. C'est une coronelle lisse inoffensive adulte et non pas une vipère péliade venimeuse jeune. On est arrivé en haut de l'unique montagne russe du Tour et on peut enfin redescendre de l'autre côté.
On retrouve ensuite la portion ombragée où il fait plus frais au printemps. C'est vraiment un tour à vélo familial. Avec ce pont en bois, on revient au village de Repennes où on traverse aussi plus haut la voie ferrée. Nous restons maintenant au sud de la rivière jusqu'au retour au point de départ. Contrairement à l'aller, nous restons après le village de Repennes au sud de la rivière et au début aussi de la voie ferrée. On passe ainsi dans le hameau nommé Utzbrook et près de la chapelle Antonius Capelle. Nous avons repéré un lac sur la carte. Il se trouve de l'autre côté des rails et nous allons donc le voir. On rigole de notre erreur. C'est un lac artificiel utilisé dans le parc d'attractions pour adultes Area 47. Il n'a rien d'un lac sympa paumé dans la pinède. Les installations visibles sont un téléski aquatique et des rampes pour sauter hors de l'eau. Nous traversons les chalets du parc et on ressort par le nord sur un pont traversant un grand torrent. Qui dit torrent dans les Alpes, dit berge et versant pentu. Logiquement, le chemin monte de manière très raide. On réussit à rester en selle tous les deux. En haut, nous sommes de nouveau dans une pinède très sèche. C'est celle qui est sur l'éboulement historique et grignotée à gauche par la rivière Inn comme nous l'avions vu à l'aller. Nous approchons maintenant le village de la gare au point de départ. Voici donc les derniers mètres de sentier assez naturel. Contrairement aux autres tours le long de la voie verte le long de la vallée de l'Inn, André ne ressent ici aucune fatigue, ni physique, ni mentale. Pourtant, on vient de faire une vingtaine de kilomètres et il en reste encore 3 environ. C'est juste que c'est simplement plus diversifié et plus naturel. Ici, il faut vraiment tourner à droite car autrement on arriverait plus ou moins directement sur la fin de la deuxième voie vers la Suisse. La double voie ferrée commence ici en direction est. On roule constamment vers l'est. D'abord dans la Wassertalstraße, puis au bout à droite dans la Riedernstraße.
Au croisement suivant à gauche. Cette rue nous amène vers le centre du hameau formé autour de la gare. Suivre le virage à droite et prendre tout de suite encore à gauche. On a passé le centre et on avance maintenant vers la petite zone artisanale et industrielle qui s'est créée autour de la gare. Là, il faut contourner un cul-de-sac. Ensuite, on prendra 2 fois à gauche pour passer sous les rails. On prend encore une fois à gauche pour revenir au point de départ. Ce parking n'est pas officiel, on ne sait pas s'il est libre en semaine. Nous avons un peu transpiré et les chemins en terre ont laissé de la poussière un peu partout sur nos affaires et les vélos. La vidéo suivante comportera aussi du VTT, mais ce sera en Provence. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.